À l'extrémité du continent noir, au-delà des mers mouvementées, des rives de l'Atlantique et de l'océan Indien, le cap de Bonne-Espérance émerge à la pointe de l'Afrique pour marquer l'entrée d'un vaste pays qui porte le simple nom de sa géographie, l'Afrique du Sud. Ses côtes rocheuses, déchirées par les océans, ont vu débarquer de tous les continents des marchands, des parias et des aventuriers. La Table Mountain s'impose avec bienveillance sur la ville du Cap. Cité mère de l'Afrique du Sud, elle s'ouvre en amphithéâtre sur l'océan Atlantique. Depuis 400 ans, les colonisateurs ont façonné, défriché, annexé cette terre à la végétation hostile pour en faire un Eldorado viticole. Du nord au sud, la province du Cap recense le plus important vignoble du continent africain. À quelques 40 km de Cape Town, installé dans la vallée de Franschhoek, Mark Solms est un propriétaire afrikaneur. Fortement attaché à son histoire, il perpétue depuis plus de 30 ans un mode traditionnel de culture sud-africaine. En Afrique du Sud, la manière la plus traditionnelle de faire pousser du raisin, c'est la vigne buisson. Nous faisons pousser du raisin pour la viticulture depuis les années 1650. Les vignes les plus anciennes qui ont survécu et qui datent des XVIIe et XVIIIe siècles, comme toutes les archives l'indiquent, sont des vignes buissons. Mais cette méthode n'est pas seulement liée à la tradition. Si la vigne ne forme qu'un arbuste et qu'elle ne peut pas s'étendre, alors elle ne produira naturellement que quelques grappes. Donc toute la force de la vigne se concentre sur quelques grappes et le vin est de meilleure qualité. Par sa situation géographique, la région du Cap possède une multitude de microclimats qui accentuent la diversité des terroirs. D'anciennes techniques permettent une adaptation aux fortes chaleurs. Chaque année, nous avons la certitude que le raisin sera mûr. Nous avons beaucoup de soleil. Mais notre problème, c'est que les fruits peuvent mûrir trop vite. Plus les raisins mûrissent vite, plus ils perdent de leur acidité. Donc, nous utilisons une ancienne méthode, inventée par les Grecs. Ils tordaient la tige de la grappe. Ils la tordaient et l'étranglaient même. De nos jours, on a un objet de haute technologie, la pince. Nous utilisons des pinces, c'est bien plus facile pour nous. Et comme tu l'as dit, c'est une manière de contrôler le moment de la récolte. Voilà pourquoi les pinces sont utiles, car elles permettent d'être rapides. Montre-nous comment tu fais. Vous tenez les pinces comme ça, et puis vous pressez la tige. En faisant cela, vous avez physiologiquement détaché la grappe de la vigne. Plus rien ne passe, mais ça tient toujours et ça continue à mûrir. De cette manière, on obtient un équilibre entre le sucre et l'acidité. Exactement. Le beurre et l'argent du beurre. Merci beaucoup, Johan. Tout a l'air super grâce à toi. À plus tard, mon ami. Mark n'est pas seulement viticulteur, il est un célèbre neuropsychiatre. Depuis l'acquisition de sa propriété, il a engagé avec les 110 salariés noirs une réflexion collective sur la mémoire du domaine. Quand on parle du terroir d'un domaine viticole, on ne prend pas seulement en compte sa géologie, sa spécificité ou sa géographie, mais aussi son histoire. Quand j'ai repris ce domaine il y a 14 ans, j'étais tout à fait conscient de ce qui n'allait pas dans la relation entre le propriétaire, c'est-à-dire moi, et les personnes qui travaillent ici. On a pris cette terre aux peuples indigènes qui se trouvaient sur place. Puis on a ramené des esclaves pour construire les fermes. Ma maison a été construite par des esclaves. Les gens qui vivent ici aujourd'hui sont les descendants de ces esclaves à qui on a pris la terre. Tout cela crée donc une relation particulière entre eux et moi. Une relation faite de tensions.
Mark Solms, comme d'autres propriétaires afrikaners, se voit aujourd'hui dans l'obligation de proposer un nouveau mode de participation. Il a donné un tiers des parts de sa société à ses ouvriers. 20 ans après l'avènement de la démocratie, une législation de 1913, appelée Native Land Act, réserve toujours 93% des terres à la minorité blanche. La question de la réforme agraire est plus que jamais d'actualité. Un espoir pour la population noire qui aspire à devenir propriétaire. Dans le township de Langa, le plus ancien de Cape Town, 340 000 âmes vivent et s'organisent en marge d'une société européanisée. Sheila Anjoua est une exception dans le monde viticole. Native du township, elle est la première femme noire à détenir le diplôme d'œnologue. Elle rêve un jour de devenir propriétaire de son vignoble au cœur de son quartier. Ce que j'ai à l'esprit, Rolf, c'est que tu viennes ici avec moi dans cette aventure pour former et éduquer de futurs viticulteurs noirs sud-africains. Et pas seulement ceux du quartier, tous les Sud-Africains, car le lieu serait ouvert à tout le monde. Rolf Seidfockel est le directeur de Block Lippen, une grande société vinicole. C'est lui qui a formé Sheila à la viticulture et qui lui permet de fabriquer son vin. Il continue à la soutenir financièrement et techniquement. Ce terrain a un grand potentiel, Rolf. Les gens des townships de Langa, Kukulegu et Nyanga, je voudrais qu'ils viennent ici et qu'ils apprennent à planter la vigne. Qu'ils apprennent tout ce que tu m'as appris. Et surtout, comment on fabrique du vin. Voilà l'héritage que je voudrais laisser derrière moi. Je veux que tu viennes et que tu laisses ton empreinte ici. Je viendrai, Sheila, mais pour que toi, tu laisses tes traces ici. Rolf a bien compris que le nouvel intérêt de la population noire pour le vin représente d'importantes perspectives financières. Si Sheila arrive à devenir propriétaire de son terrain, elle sera la première viticultrice noire d'Afrique du Sud. Tracy Rundle est historienne. Dans le cadre de sa thèse sur l'origine des propriétés viticoles sud-africaines, elle visite régulièrement les domaines à la recherche de documents inédits. Elle se rend dans la ville de Franschhoek, là où tout a commencé à la fin du XVIIe siècle. La ville de Franschhoek a une importance toute particulière pour beaucoup de familles de viticulteurs sud-africaines. L'histoire de cette population remonte aux Huguenots français qui ont émigré au Cap aux alentours de 1688. Au départ, il n'était que 400 à être venus de France pour former cette communauté. Imaginez cet endroit, il était peuplé d'éléphants, on l'a appelé Olifantschhoek. Plus tard, on l'a appelé Franschhoek, le coin des Français. Les Néerlandais de la Compagnie des Indes, à la recherche de main-d'œuvre viticole, font appel aux Huguenots français. Les protestants persécutés acceptent un voyage sans retour, contre quelques promesses, le défrichage des terres et l'abandon de la langue française. L'industrie du vin ne marchait pas très fort avec les Hollandais. Ils avaient besoin du savoir-faire français dans ce domaine. Certains étaient déjà viticulteurs et ils avaient déjà pratiqué la viticulture en France. Ces recherches conduisent aujourd'hui Tracy à Groot Constantia, un vignoble mythique. Elle a rendez-vous avec Jean Naudet, descendant d'une famille de Huguenots, passionné d'histoire et directeur du domaine. Il veut lui faire part d'une découverte. Je voudrais te montrer quelque chose de très intéressant. Ceci a été découvert aux États-Unis sur la plage de Lewis, dans le Delaware. Les historiens américains disent que cela provient d'un bateau échoué en 1774. Oh, c'est extraordinaire. Ce morceau, c'est une inscription qu'il y avait sur une bouteille. On peut voir sur cette vieille bouteille que ce petit morceau faisait partie du modèle original.
On peut voir l'inscription Constantia. C'est une pièce du puzzle de mon enquête historique. Pour nous, c'est la preuve que ce vin était si populaire qu'il était le premier vin exporté vers les États-Unis. Un de nos clients les plus célèbres était Napoléon Bonaparte. Pour les Français, les bouteilles étaient appelées Grand Constance, ce qui est la traduction de Groot Constantia. Nous pensons que Grand Constance était bien le vin que Napoléon buvait quand il était en exil à Sainte-Hélène. Il semble que chaque année, il se faisait livrer près de 1000 litres de vin de Constance. Et on rapporte aussi qu'avant de mourir, il a demandé un dernier verre de Constance. Ah, on ne peut pas lui reprocher ça. Viens, je voudrais te montrer cette peinture. C'est la compagnie hollandaise des Indes orientales. Elle faisait le commerce des épices, de la soie, de la céramique et exportait à travers le monde. Il faut imaginer que le voyage durait 8 mois d'Amsterdam jusqu'aux Indes. Et le Cap était une escale à mi-chemin. À bord, ils avaient besoin de vitamine C. C'est pour ça que le vin était si important, parce qu'il contient de la vitamine C. Et qu'il se conserve bien. C'est quelque chose qu'ils avaient sous la main et ça soutenait le moral des soldats et des marins pendant les longues traversées. Il ne faut pas oublier que c'était un voyage périlleux. Les 3/4 n'en revenaient pas. Dès le XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes orientales a exporté le vin sud-africain aux 4 coins du monde. Un commerce stoppé dès 1977 par l'embargo économique décrété par les Nations Unies à la suite de la politique d'apartheid. Le retour à la démocratie en 1993 et l'ouverture économique relancent la filière viticole. De nouvelles exploitations voient le jour, conquises sur des territoires vierges et sauvages. La superficie des domaines ne se compte plus en centaines d'hectares, mais en milliers. Wayne Gabe est l'un de ces grands propriétaires terriens. Il doit composer avec la flore et la faune présentes sur ces terres. Nous avons ici 6000 espèces végétales différentes. Les animaux sont toujours là et se sont adaptés par notre présence. Par exemple, des gazelles qui viennent se réfugier au milieu des vignes, eh bien, elles utilisent les vignes pour se protéger du vent. Le vignoble de Wayne est situé en bordure d'une importante réserve. Une tentation quotidienne pour la centaine d'espèces qui vit dans cette zone. Bonjour les gars. Faites attention à mettre assez de poils de chien dans les sacs. Vous avez vu des gazelles ce matin? Non, rien. Elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. Dès que nous constatons qu'une vigne est endommagée, on met une boule de poils de chien. Comme les gazelles ont un odorat très sensible, elles repèrent les poils de chien et au bout de 2 ou 3 jours, on voit la vigne repousser. Quand vous avez fait le tour des fermes ce matin, est-ce que l'un d'entre vous aurait vu des babouins? Oui, on en a vu hier. Mais ils sont rapidement partis quand ils nous ont vus dans les vignes. La situation du vignoble permet aux babouins de déguster jusqu'à 2 tonnes de raisins par semaine, ce qui représente une perte financière considérable. 1500 à 2000 bouteilles de vin. Nous avons des petits canons à gaz, sans danger, qui émettent un bruit assez fort. La plupart du temps, ça les effraie, donc ils n'osent pas venir dans le vignoble. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir la bonbonne de gaz pour faire tourner les 2 canons. Parce que j'ai repéré des babouins par là, descendant de la montagne. De temps en temps, ils viennent quand même et ils se nourrissent un peu. Mais nous travaillons avec la nature, donc ça ne me dérange pas. Tout le monde a le droit de goûter un peu le raisin, mais pas trop.
L'histoire des domaines amène parfois à reconsidérer les connaissances établies. Dans la ferme de Mark Solms, Tracy Randall a fait une découverte inédite avec l'aide de tous les ouvriers noirs du domaine. Sous la ferme se trouvent les vestiges d'un village datant de l'époque préhistorique. De nombreux outils ont été exhumés. Un travail colossal qui a amené Tracy à installer son bureau sur la propriété de Mark. Connaître l'histoire d'un pays de façon abstraite, c'est une chose. Mais déterrer l'histoire de sa propre ferme, c'en est une autre. Bonjour Tracy. Bonjour. Pour moi, ce tournant majeur a été le jour où nous avons découvert les vestiges d'une colonie vieille de 6000 ans, juste devant ma maison. On les a par ici? Oui, je viens de les sortir d'ailleurs. C'est incroyable à quel point ces pierres ont pu permettre le dialogue. Je vais les poser ici. Vous vous souvenez du jour où, en 2005, Benny Daniels avait trouvé ce petit outil sur un site de fouilles? Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Vous voyez, professeur, mon peuple était ici avant le vôtre ». C'est ce genre de découverte qui a changé à jamais notre attitude à l'égard de ce lieu. Implicitement, la remarque « Mon peuple était ici avant le vôtre » sous-entendait « Pourquoi c'est vous qui êtes le propriétaire de ces terres aujourd'hui? Et pourquoi c'est moi qui travaille pour vous ?» Je ne m'attendais pas à ce que l'histoire et l'archéologie puissent mener à de tels moments. Vous étiez conscient de la difficulté d'établir la communication avec les travailleurs et les gens d'ici quand vous avez repris l'exploitation. Et c'est merveilleux que ces fouilles aient permis le dialogue. Les recherches que Tracy mène ont toutes des conséquences pratiques et changent la structure de la propriété de cette ferme. Aujourd'hui, nous partageons la propriété avec chacun des ouvriers agricoles à part égale, ce qui a changé les mentalités de tous vis-à-vis de notre activité. Notre objectif n'était pas d'étudier l'histoire, mais de la changer. Historiquement fondée sur l'exploitation d'une main-d'œuvre métisse et africaine, la filière viticole sud-africaine porte un lourd héritage dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Elle semble aujourd'hui à la croisée des chemins. Pour se rendre au township encerclant la ville du Cap, il faut prendre le train, un moyen de transport peu coûteux essentiellement fréquenté par la population noire. Sheila emmène pour la journée un groupe d'élèves dans le township de Langa. Aujourd'hui, nous allons faire une dégustation, car j'ai l'intention de leur apprendre l'association des plats et des vins. J'ai commencé en 2004 et j'ai très vite développé ma propre marque de vin, que j'ai appelée Latita, ce qui signifie dans le quartier de Langa, lever du soleil. Aux abords de la gare, Sheila a ouvert un magasin où elle présente ses créations. Le premier installé dans un township. Nous allons dans mon magasin avec tous mes élèves. C'est ici que je vends mon vin. Les élèves de Sheila représentent la nouvelle classe moyenne de la population noire. Le vin est un des premiers luxes qu'ils s'autorisent. Voici les différents vins de notre marque. Nous avons le rosé, nous avons le Shiraz et le Sauvignon blanc. Chaque élève a la responsabilité de choisir une bouteille en fonction du plat du jour. Avec le Shiraz, je recommande de ne pas servir des viandes trop cuites, plutôt des viandes à point. Pour moi, ce sera le Sauvignon blanc, parce que j'aime la viande de porc. Je l'ai d'ailleurs déjà goûté, et c'est un très bon vin. Il est très doux au palais. Aujourd'hui, je vous propose d'aller au marché. On achètera de la viande, des fruits et des légumes pour toute la journée. Avant l'ouverture du magasin de Sheila, le seul alcool présent dans le township était un alcool fort, distillé sur place.
La formation qu'elle propose auprès des jeunes comprend une grande part de prévention et d'éducation. Je n'y connaissais absolument rien en vin. Mais tu m'as expliqué ce qu'était le vin, comment il est fabriqué, ce qu'il veut dire pour notre génération et comment on doit le percevoir. À partir de ce moment-là, j'ai compris que le vin ne servait pas uniquement à faire la fête. En fin de compte, on peut avoir une conversation, faire une réunion, discuter et même dîner avec un verre de vin. Ça ne sert pas uniquement à s'enivrer et à être bourré. Le vin n'est pas une boisson qu'on va acheter et boire dans la rue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se rapporter au vin. C'est ce que Sheila m'a appris sur le vin durant ces derniers mois. Regarde, elle est bien grasse cette viande. On va lui associer le pinot et le shiraz. La dégustation se déroule au domicile de Sheila. Grâce à son activité, elle a pu s'offrir une maisonnette entièrement équipée que l'on appelle dans le township Beverly Hills. La diva, comme on aime la surnommer, est fière de sa nouvelle condition. Nous voilà, on est affamés. On a la viande, on a le vin, on a tout ce qu'il faut. Oui, bien sûr, je pourrais dire que je suis une diva, mais n'oubliez pas que je suis une femme avant tout, une mère. Et j'ai bien d'autres casquettes, vous comprenez? Et j'ai encore beaucoup de choses à faire, surtout. Parce que maintenant, il faut que je vende mon vin. Et là, alors ce sera vraiment le succès. L'industrie viticole est toujours largement dominée par des Blancs et des hommes. Et donc, ce n'est vraiment pas facile pour nous. Il faut de l'énergie, ce que j'ai d'ailleurs. Et je vais devoir me battre jusqu'à la fin de ma vie. Nous voulons prouver ce que nous sommes capables de faire. Si on veut bien nous laisser notre chance et nous laisser prospérer. On va asseoir notre invité ici. Alors, nous avons du rosé, du sauvignon blanc, la syrah. Vous devez trouver quel vin convient le mieux avec votre assiette. Ce qui compte maintenant, c'est votre palais. Ah, voici notre invité qui arrive sans bruit. Je vois que tu es encore occupé. T'as l'air en forme. Oui, merci Rolf. Je te souhaite la bienvenue à Langa. Bonjour à tous. Viens, assieds-toi, Rolf. Rolf est mon mentor. C'est lui qui m'a tout appris sur le vin. Je tenais à ce que vous le rencontriez. Allez, on porte un toast. Bon, puis on va commencer à manger, mes chéris. Tu m'as tellement rendu dingue pendant la période où on a travaillé ensemble que je n'ai pas pu oublier la diva que tu étais. Voilà, elle te représente avec tout ce que tu as accompli. Voilà le diva. Oh mon Dieu! Tu as décidé de créer ta diva après que je sois partie? Oh, ça me touche sincèrement. C'est vraiment super. Oh, c'est fou. Merci beaucoup. L'Afrique du Sud reste un pays en devenir. Obtenir sa terre, la faire fructifier, est essentiel pour chaque Sud-Africain. L'intégration de la population noire devient une réalité et les tentatives d'insuffler la culture du vin auprès de cette communauté se multiplient. Les enjeux de la transformation de la filière viticole sud-africaine reposent aujourd'hui sur sa capacité à générer un nouveau modèle social, plus égalitaire. Un signe pouvant être interprété comme une étape de plus vers un partage de ces terres, qui contribuera à la grande histoire du plus vieux pays du Nouveau Monde.